commencerai par dire que, heureusement, notre invité va parler en russe, il parle russe comme l'ukrainien, parce que je ne suis pas encore, en ce qui me concerne, tout à fait au point en langue ukrainienne, et je suppose que la plupart d'entre vous ne le sont pas non plus. J'ai commencé à apprendre l'ukrainien il y a 3 ans, et dans Le Monde, en avril, j'ai fait un article sur l'Ukraine en disant qu'en tant que soi-disant, j'ai commencé comme ça, je ne me rendais pas compte que j'étais un impérialiste linguiste. C'est-à-dire que je croyais que le russe était vraiment en langue dominante. J'ai appris également le polonais. On peut apprendre d'autres langues slaves. Et puis brusquement, je me suis rendu compte qu'il y avait l'ukrainien. Je connaissais l'Ukraine, des Ukrainiens, mais je ne connaissais pas encore l'ukrainien. Évidemment, un auteur ukrainien ici à Genève, dans ses journées sur l'engagement, c'est important, très important. Certainement dans la partie questions-réponses, vous poserez des questions sur l'Ukraine et Yuri Vinichuk qui répondra. Moi, je vais essayer de vous présenter l'écrivain qu'il est, tout en vous disant tout de suite que je suis loin d'avoir lu toute son œuvre. Il a écrit une douzaine d'ouvrages, toujours à cause de l'ukrainien, et parce qu'il n'y a pas de traduction en français, sauf un texte pour enfants. Et son dernier roman, Le Tango de la mort, celui-là, je l'ai lu dans la traduction russe, que j'ai reçue d'ailleurs en version électronique. Donc, j'ai passé quelques heures devant l'écran. L'écran n'est pas un bon média pour lire un roman, à mon avis. Alors, nous allons ce soir un écrivain qui est poète, prosateur, dramaturge, qui est aussi un chantre de sa ville pas natale, mais c'est la ville où il habite depuis très longtemps, qui est Lvov. Alors attention, en ukrainien ça se dit Lviv, en polonais ça se dit Lvov, en russe ça se dit Lvov, en autrichien ça se dit Lemberg, et c'est la même ville. C'est une ville frontière qui a changé de nom comme elle a changé de suzeraineté. C'est une des grandes cités de l'Europe médiane, qui est entre l'Europe de Charlemagne et puis l'empire des Scythes et des Bulgares et des nomades asiatiques. Et c'est la capitale de la Galicie. Attention, nous avons en Europe 2 provinces de Galicie, une qui est ibérique et l'autre qui est slave. Certains expliquent ça par des influences celtes. Alors, sur le chemin de la mer Noire à la Baltique, de 1349 à 1772, la ville de Lvov appartenait à ce qu'on appelait la République des 2 royaumes de Pologne et de Lituanie. En 1772, elle a passé aux mains de l'Empire romain germanique, c'est-à-dire de la dynastie des Habsbourg, lorsqu'a eu lieu le partage de la Pologne, enfin les 3 partages de la Pologne, la Prusse, la Russie et l'Autriche-Hongrie, qui ne s'appelait pas encore comme ça, ont dépecé le royaume à double aigle, qui s'appelait la Rzeczpospolita, la République, mais qui était une monarchie élective. Alors, dans cette ville où j'ai eu la chance d'aller, mais il y a déjà un petit bout de temps, et elle est certainement beaucoup mieux restaurée aujourd'hui, vous aviez des quartiers, un quartier juif, vous aviez un quartier polonais, vous aviez un quartier allemand, italien, arménien également, qui a laissé des traces. Vous aviez des orthodoxes, des uniates, des gréco-catholiques, des juifs, des synagogues, il n'y en aurait plus. Vous aviez un collège jésuite, le
plus orientales des collèges jésuites et des collèges basiliens, et donc uniates. La ville elle a vagabondé du point de vue étatique entre Hongrie, Transylvanie, Ottoman, Russie, Habsbourg. Elle a donc été dans l'empire des Habsbourg, et à ce moment-là, c'est important pour l'Ukraine, les Habsbourg ont joué une certaine carte ukrainienne contre la Russie et contre la Pologne. Ce qui fait que le mouvement national ukrainien s'est développé à partir de 1867, où il y a eu un parlement galicien dans l'empire des Habsbourg, et le mouvement nationaliste ukrainien a pu commencer à réfléchir, à écrire. En 1918, comme à Kiev, comme partout, c'est une guerre civile extrêmement complexe entre Ukrainiens et Polonais en particulier. Et de 1919 à 1939, eh bien, la ville de Lwów, elle est en Pologne. Elle est dans la Pologne ressuscitée après la Première Guerre mondiale. Et en 1931, c'est une statistique qui peut vous intéresser, on parle polonais à 68% dans cette ville, yiddish à 25%, ukrainien à 15%. Les catholiques sont à ce moment-là 50%, les juifs 32%, et les uniates ou gréco-catholiques sont 16%. En 1939, les Allemands entrent à Lwów, puis se retirent. L'armée rouge occupe ce qui lui était destiné suite aux accords entre Ribbentrop et Molotov, mais disons, pour faire plus simple, entre Hitler et Staline. En 1941, la ville est reprise par les Allemands et ils installent une sorte de simili petit pouvoir ukrainien qui est proclamé par les partisans de Bandera, mais Bandera est rapidement arrêté et mis en détention. En 1944, cette ville est prise par les Rouges, les Soviétiques, et Lwów devient soviétique jusqu'en 1991, quand il y a l'éclatement de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Ukraine, et que ce qui était des frontières administratives, presque, dans l'Union soviétique, devient des frontières d'État. Alors, le Lwów de Yuri Vinichuk est celui d'avant-guerre et pendant la guerre, plus le Lwów d'aujourd'hui, car il est construit sur 3 étages. Alors, il a un fort coloris local, y compris linguistique. Il y a un petit lexique à la fin pour le lecteur ukrainien, de façon à ce qu'il comprenne le jargon lwowien. Son ukrainien est difficile. Je n'ai pas encore vu de traduction en français, je n'ai pas pu étudier celle en allemand. En lisant son roman, je dois vous dire, j'ai pensé à un autre grand roman de l'Europe médiane, c'est le roman de Raymond, le roman polonais sur la ville de Lwów, Terre promise, qui tourne autour de 3 personnages qui sont des copains, l'un est polonais, l'autre est russe et l'autre est juif. Et le roman de Vinichuk, il va avoir 4 personnages, il y en a un qui est polonais, un qui est juif, un qui est allemand, juif, allemand et l'ukrainien. Il manque l'ukrainien, évidemment. Si je vous signale que Yuri Vinichuk écrit en ukrainien, c'est parce que tous les écrivains ukrainiens n'écrivent pas en ukrainien. Vous avez Andrei Korkov, qui est un de ses amis et qui est un personnage du roman en question, qui écrit en russe. Donc nous avons des écrivains ukrainiens
russophone, écrivant en russe. Mais il habite cette ville, il a terminé l'institut pédagogique en philologie de sa ville natale de Ivano-Frankovsk, qui s'appelait Stanislaviv autrefois. Il a enseigné la littérature ukrainienne dans sa ville natale, puis ensuite à Lvov. Je signale que son natif de Ivano-Frankovsk, Stepan Bandera, l'écrivain Yuri Andrukhovitch, qui est un de ses collègues, un des grands écrivains d'aujourd'hui. Alors depuis 1990, il a publié 15 ouvrages, poésie et prose, dont les légendes de Pskov, une anthologie du fantastique ukrainien du XIXe siècle, qui est intitulée Le Serpent de Feu. Il a aussi traduit de l'anglais et de toutes les langues slaves. Il a dirigé des théâtres, il a joué comme acteur, il a tenu des rubriques de journaux, il vous en parlera. Il est auteur d'histoires et de films pour enfants, par exemple Le plus brave des petits cochons, qui est traduit en français. La prose de Yuri Vinichuk est passée par le XXe siècle, c'est la différence avec Raymond. Elle est passée, je dirais, par Bulgakov, l'écrivain de Kiev, russophone, l'auteur du Maître et Marguerite. Vous vous rappelez peut-être le roman de Maître et Marguerite à deux étages d'écriture. Vous avez l'écriture contemporaine de la fable, ça se passe dans le monde soviétique, et vous avez le manuscrit qui est inclus et qui se passe à l'époque de Ponce Pilate et d'un certain Yeshua. Ici, nous avons également deux écritures principales. L'une qui est le manuscrit de Oreste Barbarica, qui est un des 4 mousquetaires, c'est l'Ukrainien, mort à Lvov avec ses 3 amis, le Polonais, l'Allemand, le Juif, à l'exemple de leur père, qui s'était sacrifié en 1921 pour la cause perdue du mouvement national ukrainien, l'UNREF, sous la ville de Bazar. Et ce manuscrit a été confié au professeur Yarosh, qui poursuit sa carrière d'antiquisant, qui est un spécialiste d'une langue encore non déchiffrée, l'arcanumien, sur lequel je reviendrai. Il me semble qu'on peut suivre dans le roman et l'écriture de Vinichuk également Borges. La bibliothèque de Lvov ressemble un peu à la bibliothèque de Borges qui habitait à 2 pas d'ici. Et dans cette bibliothèque, vous avez 2 personnages qui cherchent dans la réserve condamnée des livres interdits le même manuscrit dans lequel est caché un secret. Il me semble aussi qu'il est passé par le réalisme magique des Sud-Américains et surtout de Marquez. Mais Vinichuk est évidemment ukrainien. Et il y a toujours l'influence d'un écrivain ukrainien de langue russe, le plus grand, Nicolas Gogol. Mais c'est le Gogol de Une terrible vengeance qui est présent, comme on le trouve d'ailleurs chez son collègue Andrukhovitch. Autre donnée, mais sur laquelle je ne peux pas m'étendre, un humour énorme, rabelaisien, puissamment érotique, un humour qui la coquine, si je peux dire ainsi, avec son ami Kourkov, et qu'il introduit dans le roman. Il y a également, enfin, un maître de ce qu'on appelle en anglais la fantaisie. Cette fantaisie post-moderne, les manuscrits où sont cachées les notes, les 10 notes mystérieuses qui vont déclencher la remémoration des vies antérieures, la résurrection des morts en quelque sorte. Et à tout cela, qui sont des éléments littéraires, il faut ajouter un élément historique. C'est les apocalypses du XXe siècle, l'histoire de Lvov,
l'antisémitisme polonais, soviétique et évidemment allemand, mais là le mot d'antisémitisme ne convient plus, il s'agit de la liquidation. Alors, dans ce Lvov qui est envahi par des populations nouvelles, repris par les Allemands, soviétiques, repris par les Allemands, et attention, il y a un moment dans le roman, il est bien indiqué que même les Juifs sont allés accueillir les Allemands avec des fleurs, tellement ils pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir pire que l'antisémitisme polonais. Et au moment où les Allemands reprennent la ville, ils ouvrent les portes de la prison, où les Soviétiques ont fait un massacre avant de s'en aller, de façon à ce que tout le monde puisse voir cet effroyable massacre. C'est une des pages absolument inoubliables du roman. Ensuite, nous avons la Shoah par balle, l'extermination en douce des Juifs à qui on fait croire qu'ils partent dans des wagons pour un port pour la Palestine. Et puis, il y a l'Ukraine d'aujourd'hui, le Lvov d'aujourd'hui, avec ses vestiges du KGB, sa nouvelle géographie urbaine, sociale et ethnique. Et le problème de la mémoire, c'est-à-dire une mémoire à plusieurs étages. Je vous ai déjà indiqué, il y a les pères des 4 héros qui se sont sacrifiés pratiquement pour rien, et les fils pensaient que c'était pour rien, en 21. Et puis, 22 ans plus tard, eh bien, ils vont se sacrifier eux aussi, ils se rappellent leur père en disant non, on se moquait d'eux, mais nous allons faire la même chose. Plutôt que de nous rendre, nous allons nous sacrifier. Et ces pères qui se sont sacrifiés pour rien, ces fils qui vont se sacrifier, Milker le juif, Milevich le polonais, Guerre l'allemand et Babarika l'ukrainien, pose la question évidemment de la mémoire dans notre Europe sanglante, dans les terrains sanglants de l'Europe, et en particulier ces terrains définis par l'historien américain Snyder. Et là, j'en arrive au titre, le tango de la mort, auquel ce tango que jouait l'orchestre à l'entrée du camp de concentration installé sur le territoire de la ville de Lvov, et dans laquelle sont introduites ces notes mystérieuses qui peuvent provoquer la résurrection des morts, et que le jeune professeur que nous voyons dans le 3e étage du roman essaye d'élucider en lisant un livre des morts des Arcanumiens. Alors ça, c'est encore une grosse plaisanterie loufoque de notre auteur, évidemment, Arcanum, qu'il traite un peu comme Schumer, n'existe pas. Ce qui existe, c'est des jeux vidéo d'Arcanum qui datent de 2001 et qui mélangent l'électronique et les sortilèges fantastiques. Et puis, l'écrivain Winniczuk, que vous allez entendre, bien, il est coriace, il mêle des dialectismes, des grossièretés, de la poésie, il nous offre des vers mystérieux, des pleurs rituelles, des senteurs, comme dans la cuisine d'une des grand-mères où on fait la lessive et qui se transforme en une sorte d'Afrique tropicale, des jeux de mots, et il a un talent. Là-dessus, je voudrais conclure pour entrer dans l'intimité des gens, des êtres et des choses. Les greniers à confiture, des vieilles tentes faux-folles, la bibliothèque secrète borgésienne, la vieille fille qui invente avoir été violée dans cette bibliothèque, les coquelicots du violoniste juif qui écoute le violon de ce violoniste juif qui peut-être a le dernier mot des strates de la mémoire, de la résurrection. Et comme nous parlons de liberté, d'engagement, moi je voudrais dire qu'à mon avis, tout vrai texte, tout vrai roman, tout vrai poème est un exercice de liberté, mais pas de propagande.
et pas de bons sentiments, comme a dit André Gide. La tactique littéraire que je vois chez Yuri Vinetchik, pour dompter l'innommable, pour dompter l'inhumain, est vraiment un exercice de voltige littéraire. Et d'ailleurs, il y a un passage assez étonnant où il écrit un acrobate sur un fil dans la ville de Lvov, lequel va tomber. Et donc voilà, il nous a enrichi d'un roman un peu compliqué, mais où l'on sent la présence, si vous voulez, des Érénies de l'Europe qui a commis des crimes. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Je passe la parole à l'écrivain, à Yuri Pavlovitch, qui va d'abord vous parler, puis peut-être également nous lire un petit morceau en ukrainien pour qu'on ait la musique dans nos oreilles. Микрофон? Можно без микрофона? Ну, я хотел дополнить то, что рассказал профессор. Дело в том, что я начал свои книги издавать только с 90-го года, когда Украина получила независимость. Je voudrais compléter le professeur Niva. Il faut savoir que j'ai commencé à publier mes livres à partir des années 90, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante. До этого я писал и не мог ничего напечатать из своих произведений. Единственное, что я мог печатать только переводы и литературные статьи. Avant les années 90, j'avais également écrit des livres, mais je n'ai pas pu les publier. Toutefois, j'ai quand même pu publier quelques traductions et les essais littéraires. Я увлекся средневековой кельтской литературой. Я, конечно, не изучил языки кельтские, то есть ирландский, валлийский, бретонский. Я имел очень детальный перевод английский и посредством английского перевода переводил эти стихи. J'étais très intéressée par la culture médiévale celtique, et même si je n'ai pas pu apprendre les langues, le breton, le gallois, j'ai eu à ma disposition les traductions littérales en anglais qui m'ont permis de traduire ces œuvres. Но потом я уже начал печатать свои собственные стихи под видом перевода. Et après, j'ai commencé à publier mes propres poèmes en les passant comme les traductions. И я вошел уже в такой экстаз, что я придумал ирландского поэта XIII века по имени Риан Гавар и написал от его имени поэму про Киев, потому что в Киеве была ирландская церковь, ирландский монастырь. Et je me suis tellement emballée que je créais un personnage. C'était un poète irlandais du XIIIe siècle nommé Rian Gabar. J'ai écrit, soi-disant, sous le nom de ce poète, un poème qui parlait de Kiev, parce qu'en effet, à Kiev, il y avait un monastère, il existait auparavant un monastère irlandais. В этой поэме было описано, как орды татар-монголов штурмовали Киев в 1241 году. Ce poème a décrit notamment la prise de Kiev par la horde de Tatars mongols en 1241. Когда эта поэма была напечатана, критика писала, что это самое большое открытие после слова полку Игоря. Lorsque ce poème fut publié, les critiques littéraires ont dit qu'il s'agissait de la plus grande découverte littéraire depuis l'époque du dit de la campagne d'Igor, le poème épique. Не так давно я признался в мистификации, но все равно эта поэма фигурирует в литературных энциклопедиях, о ней пишут научные работы. Récemment, j'ai avoué cette mystification et l'histoire de la création de ce poème, mais ce poème a été néanmoins inclus dans les encyclopédies littéraires. Но самый большой скандал был, когда я начал печатать дневники Роксоланы. Это украинка, которая попала в гарем султана Сулеймана.
И он ее так полюбил, что сделал ее своей женой и уже не обращал внимания на других женщин. Mais le plus gros scandale a eu lieu lorsque j'ai publié le journal intime de Roxlane. C'était une Ukrainienne qui est devenue la femme préférée du sultan Сулейман. Это 16 век. Надо сказать, что Роксолана в Украине героиня, есть памятники, есть улицы, есть большой сериал украинский, есть большой сериал турецкий. Il faut savoir qu'il s'agit de la narration, du personnage qui date du XVIe siècle. Roxlane est un personnage qui est connu en Ukraine et on lui a même dédié le nom des rues. Il y a une série télévisée qui lui a été consacrée en Ukraine et également il existe une série télévisée turque qui a été consacrée à ce personnage. На самом деле она, конечно, никаких дневников не писала, я просто писал сам эти дневники языком XVI века. En toute honnêteté, Roxlane n'a jamais écrit de journal intime, c'est moi qui ai créé ce journal et je l'ai stylisé linguistiquement parlant en reproduisant la langue du XVIe siècle. У нас к ней было такое, они у нас все написали, что она была большая патриотка и так далее, но я в этих дневниках описал, чем она на самом деле занималась в гареме. Elle avait été perçue par le public comme une grande patriote. Par contre, moi, j'ai dit toute la vérité dans son journal intime de sa vie. Но это вызвало большой скандал, потому что пришли, это печаталось в газете львовской, популярно, и пришли, Союз Украинок пришел с транспарантами и с флагами, и кричали, чтобы я прекратил публикацию этих дневников, о том, что они верили, что такие дневники действительно существуют. Bien évidemment, cet événement a provoqué un grand scandale parce que le journal intime a été publié dans un journal local de Lviv. Et suite à cette publication, il y a eu toute une manifestation avec les drapeaux, les demandes de public d'arrêter, de l'Union ukrainienne d'arrêter cette publication. Mais il faut savoir que le public croyait ce journal être vrai. Ну, я хочу сказать, что кроме того, что пишу книги, я также журналист и постоянно публикую острые статьи и редактирую газету. И вот во времена президента Леонида Кучмы у меня было более 30 судебных процессов, которые я все проиграл. Il faut savoir qu'en dehors de mon activité littéraire, je suis également journaliste. J'écris les articles d'actualité et je suis également rédacteur d'un journal. Sous la présidence de Leonid Kuchma, il y a eu 30 procès qui ont été lancés à mon encontre et que j'ai perdu d'ailleurs. Последний процесс судебный был народный депутат Колесниченко. Однажды, выступая в парламенте, сказал, что его отец сгорел в танке. Но дело в том, что этот депутат родился в 1954 году. То есть я пошутил, что, наверное, отец, когда шел на фронт, оставил маме сперму свою, которую она заморозила, забыла о ней, потом через 10 лет вспомнила, и так он родился. Notamment le dernier procès lié au nom d'un député, du député Kolesnichenko, qui, lors de son discours au Parlement, a déclaré que son père était mort dans un char pendant la guerre. Toutefois, il faut savoir que le député est né en 1954. Suite à cet événement, cet incident, j'ai fait une blague en disant que apparemment, la mère du député a congelé la sémence, le sperme de son mari pendant 10 ans pour ce qui a donné après naissance à M. Kolesnichenko. Ну и в результате он родился с примороженными мозгами. De toute évidence, ça a eu un impact sur ses capacités intellectuelles. Так что я сначала этот суд проиграл, но потом у нас началась революция,
И мы дали апелляцию и выиграли суд. J'ai perdu ce procès. Après, une révolution a eu lieu en Ukraine et nous avons lancé un appel qui d'ailleurs a réussi. Еще у нас очень толстый министр финансов был по фамилии Арбузов. И я написал, что он у меня не помещается в одном телевизоре. Я должен был сдвинуть 2 телевизора, чтобы он поместился. Dans l'histoire de l'Ukraine, il y a eu également un ministre de Finances qui était tellement gros que j'ai dit que j'arrivais pas à le faire entrer dans une seule télé, que j'étais obligée de mettre 2 télés côte à côte pour pouvoir le faire passer à l'écran. Ну, это было тоже во время Януковича, и еще у меня был большой скандал, когда я написал стихи «Убей пидораса», это касалось президента Януковича, все знали, о ком речь, но притянуть меня в суд невозможно было, потому что надо было доказывать, кто тут пидорас. Ces événements ont lieu sous la présidence de Yanukovych. Et un scandale phare qui date également de cette époque, c'est le poème que j'ai écrit, le poème qui s'appelle Tuer le PD. Le poème qui a lancé une grande polémique parce que tout le monde savait qui était le personnage principal, contre qui le poème il était écrit. Par contre, il n'y a pas eu de procès juridique parce qu'il n'y avait pas de preuves à l'appui. Но все-таки ко мне приходила милиция, вызывала прокуратура, я должен был объяснять, что я имел в виду. Но дело в том, что тут, если перевели как пидорас, так это означает совсем другое. Плохой человек, а не гомосексуалист. Il y a eu les perquisitions, j'ai été interviewée par la police, mais il faut savoir aussi que le mot pédaras utilisé dans ce poème, il ne veut pas dire littéralement pédé, homosexuel, il veut dire une personne malhonnête. Ну, а сейчас у нас уже совсем другое правительство, и все успокоилось, я уже не оппозиционный журналист, я поддерживаю президента. Aujourd'hui, nous avons un autre gouvernement. Je ne suis plus dans l'opposition, je ne suis plus journaliste d'opposition, je soutiens maintenant le gouvernement actuel, le président. Ну, читать кусочек. Je vais lire maintenant un extrait. Я прочитаю маленький кусочек, просто чтобы услышали, как звучит украинский язык. Je vais lire un petit extrait juste pour vous donner une idée de la musicalité de la langue ukrainienne. Это эпизод, где чекист, чекист, как перевести? Чекист приходит в дом к героине, хотел ее изнасиловать, она ударила его сковородкой. И вот эти вот 4 друга, о котором он рассказывал профессор, они думают, куда же деть труп. Вот, но у них есть знакомый, у которого есть похоронная фирма, и они решили этот труп отправить ему. C'est une scène qui décrit une tentative de viol, une jeune femme qui est attaquée par un membre de la police du NKVD, la police politique soviétique. En se protégeant, elle le tue par inadvertance. Et les 4 amis, les 4 personnages principaux sont devant un dilemme, quoi faire avec ce cadavre. Avec une poêle, oui. Un coup, ouais. Elle lui assène un coup avec la poêle à frire. Одного дня трапилася надзвичайна подія. Примчала до нас захекана Голда і сповістила, що у них у хаті лежить труп. Моя мама іно руками сплеснула, а бабця відразу залила окропом якесь зілля, аби напоїти перелякану Голду, бо та ніяк не могла віддихатися і махала собі хустинкою коло обличчя. З тих уривків фраз, які вона визойкувала і вишіптувала, ми втямили лише одне – труп належить НКВДистові, який уже не раз залицявся до Лії, а тепер він вислідив, коли вона була в хаті сама і спробував її зґвалтувати. А Лія, боронячись, луснула його пательнею по голові, але що луснула не денцем, а кантом, то розсікла йому скроню. Він лежить пляцком, як довгий, з бордякою, злитою кров'ю і не дихає. Саме в такому непривабливому вигляді і застала його Голда з Йосиком, повернувшись з крамниці.
І знову всі погляди скерувалися в мій бік, даючи зрозуміти, що моя роль Спасителя ще не завершилася, і попереду в мене нові звершення і нові випробування. Ну и там дальше описывается вот приключение с этим трупом, который потом оживает. Après, il y a le descriptif de l'histoire de ce cadavre qui se ressuscite soudainement. Ну, в этом романе есть много комических сцен, но и много трагических. И в Украине читатели мне говорили о том, что они, когда читали этот роман, и смеялись, и плакали. Il y a autant de scènes comiques que de scènes tragiques dans le roman et les lecteurs ukrainiens m'ont avoué qu'ils ont eu l'occasion de pleurer et de rigoler en lisant ce livre. Так случилось, что до этого в украинской литературе эта тема не была описана, и Голокост львовский не нашел свое изображение, и многие люди просто не знали, что было во время войны и перед войной во Львове. Il faut savoir qu'avant, dans la littérature ukrainienne, ce thème, notamment le thème de la Shoah qui a eu lieu à Lviv, n'a jamais été décrit et le public n'était même pas au courant de ce qui était passé pendant la guerre. Время было трагическое, сложное, но я хотел все-таки показать Львов, каким он был до войны, потому что я очень много читал о нем, и мои родители мне рассказывали, и я хотел передать этот город, и какой он был на вкус, на запах, на цвет, какие голоса звучали в нем. И я не знаю, кажется, мне удалось. En dehors de l'aspect tragique, de l'épisode tragique de l'histoire de Lviv, j'ai aussi voulu montrer cette ville avant-guerre, la ville que j'ai connue par les récits de mes parents, par les livres. Et mon idée, c'était de transmettre, de partager les couleurs, les voix, les langues, les odeurs de Lviv de cette époque. J'espère que j'ai bien réussi de le faire. Écoutez, on va peut-être demander à la salle qui voudrait poser une question, intervenir. On va traduire, évidemment, ça va prendre un peu de temps, il faudra traduire en russe. Moi j'en ai une. À vous entendre, vous avez une grande maîtrise de la langue, puisque vous pouvez faire croire que vous écrivez depuis le XIIIe ou depuis le XVIe siècle. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que vous avez travaillé la langue pour ce XXe siècle? Est-ce que ça a été un souci ou est-ce que c'est le récit qui vous a porté? Ну, у меня тут два пласта языковых. Это один довоенный, и другой современный. Современный язык чисто литературный, а в довоенном я старался показать особенности западноукраинского языка, потому что у нас литература формировалась и таким образом, что было фактически два литературных языка, западноукраинский и украинский, который был в России. Dans ce récit, il y a deux niveaux qu'on peut distinguer sur le plan linguistique. C'est la langue qui est utilisée pour les événements contemporains, il s'agit de la langue contemporaine. Et puis il y a la langue de l'avant-guerre, qui reflète les particularités de l'ukrainien parlé en Ukraine de l'Ouest. Et c'était très intéressant parce que il faut savoir que l'ukrainien, il est différent. Il y a l'ukrainien russe et l'ukrainien parlé en Ukraine occidentale. Oui, vous savez, il y a un goût du pastiche, hein, pour autant que je peux le voir, dans l'œuvre de Yuri Vinitchouk. Il y a par exemple des poèmes dans cette langue ancienne, antique, non déchiffrée et inventée par lui, qui sont de très beaux poèmes. Il y a 2-3 pages de très beaux poèmes qui sont traduits par
l'étudiante du professeur Yarosh, qui est un peu plus d'ailleurs que son étudiante. D'autres questions? Да, еще хотел сказать, что в романе профессор, один из главных героев, занимается древней цивилизацией Арканум и арканумской литературой, но которая никогда не существовала. Но дело в том, что я ее придумал еще в 80-х годах, и я просто ушел в такую внутреннюю эмиграцию после того, когда у меня был обыск, и забрали книги и рукописи. Я уже зашифровывал свои произведения, поэтому у меня многие сочинения были написаны, как будто это переводы с какого-то арканумского языка. Le professeur en question, le personnage du livre, étudie la civilisation Arcanum. La civilisation Arcanum et la langue Arcanum, bien évidemment, n'existaient pas. Toutefois, j'ai créé cette civilisation encore dans les années 80. Il s'agit de fruits de mon invention. Pourquoi je le fais? Parce qu'après la perquisition, après les visites de police qui a récupéré tous mes manuscrits, j'ai dû me retirer dans mon monde intérieur et utiliser un système de code pour créer. C'est pour cette raison que j'ai positionné mes livres soit en tant que traduction d'autres langues, soit les traductions de cette langue imaginaire Arcanum. Question qui n'est pas en rapport avec le livre, mais plutôt avec sa reconnaissance actuelle. Est-ce que ces livres sont lus dans les écoles en Ukraine maintenant? Quelle est sa reconnaissance? Ну, я написал несколько краеведческих книг, это «Легенды Львова», 2 тома, и другие. Эти книги изучают в школе, потому что есть такой предмет краеведческий. J'ai écrit quelques livres ethnographiques, notamment un livre qui est apparu en 2 tomes, qui s'appelle Les légendes de Lviv, et ce livre-là, il est étudié dans les écoles parce que nous avons une discipline qui est étudiée, c'est l'ethnographie, la connaissance de la région. У меня есть несколько детских книг, которые тоже дети читают. И в школах, конечно, мои романы пока никто не изучает, потому что они немножко для взрослых написаны, а рассказы некоторые входят в школьную программу. J'ai également écrit quelques livres pour les enfants qui sont lus par les enfants. En ce qui concerne mes romans, le public cible et le public adulte, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas lus à l'école. Par contre, quelques nouvelles sont étudiées à l'école. Vous êtes journaliste et écrivain, poète. Je voulais savoir comment ça se passe, surtout en tant que journaliste, la situation actuelle en Ukraine, la grande crise que le pays traverse, est-ce que vous le reflétez dans vos écrits? Comment réagissez-vous? Quels sont ton bien final en tant qu'écrivain journaliste? Но я реагирую на то, что вокруг, как публицист, как журналист. И, конечно, у меня каждую неделю я пишу статью, в которой эти события описываю или критикую что-то. Bien évidemment, je réagis face à l'actualité en tant qu'écrivain, en tant que journaliste. Notamment, chaque semaine, j'écris un article d'actualité dans lequel je donne ma vision et ma critique des fois. Весь период, пока у нас была революция, я как писатель не мог ничего писать, не мог сосредоточиться, потому что каждое утро просыпаешься, включаешь телевизор, смотришь Вести или наши оппозиционеры. Pendant la période la plus mouvementée de la Révolution, je n'ai pas pu canaliser mon énergie littéraire, créative, parce que tous les jours je me réveille, j'allume la télé et je vois les choses qui m'intéressent, c'est de voir la situation actuelle avec les forces d'opposition. Основные события были в Киеве, я живу во Львове, но я несколько раз ездил в Киев. И
выступал со сцены перед протестующими. Les événements phares ont eu lieu à Kiev, dans la capitale, et même en habitant à Lviv, je me suis rendue à plusieurs reprises à Kiev et j'ai participé dans les manifestations, je me suis adressée au public. Но я вам скажу одну такую вещь. Я где-то 10 лет назад был в Америке, и меня спросили про один мой роман, где один из героев на вопрос, что может сплотить украинскую нацию, ответил, что только война, желательно менее кровопролитная. Il y a 10 ans, j'étais en voyage aux États-Unis et lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce qui peut... Это персонаж? Et voilà, on a discuté d'un des personnages de mes livres, le personnage qui se posait la question qu'est-ce qui peut unir le peuple ukrainien et l'Ukraine en général. La réponse était la guerre, mais la guerre moins sanglante. Дело в том, что тогда еще Украина была как-то поделена так, что часть хотела идти в Европу, а часть хотела быть с Россией. И тогда меня американцы спросили, а я тоже так думаю, как сказал мой персонаж. Я сказал да, и они очень удивились. Parce qu'à l'époque, l'Ukraine était divisée en deux parties, la partie politiquement parlant pro-russe et pro-européenne. Pendant ce voyage, les Américains m'ont demandé est-ce que je partage l'avis de ce personnage qui a dit que c'est la guerre qui peut unir l'Ukraine. Et j'ai dit oui, ce qui les a beaucoup étonnés. Но жизнь показала, что именно так и случилось. И именно вот эти события сплотили народ. И я думаю, что это вот очень позитивная вещь, которая случилась, потому что у нас уже нет разделения на нации. Украинцы, русские, евреи, крымские татары, все как один кулак и все патриоты Украины. Et en fin de compte, la vie a mis les points sur les i. Les événements actuels prouvent que c'est la guerre qui a pu unir l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine d'aujourd'hui, elle ne connaît plus de schisme, elle ne connaît plus de division en russe, ukrainien, juif, tatar de Crimée. Non, tous ces gens-là, ils sont unis dans leur esprit. Путин думал, что русские и русскоязычные украинцы ждут, когда он ведет войска, они встретят его с цветами, а вышло совсем наоборот, потому что и русские, и украинцы, все на фронте воюют против русских, которые пришли с России. И он увидел, что то, что ему советовали его приближенные, это неправда. Parce qu'en fin de compte, Poutine s'attendait à ce que la population russe et la population russophone de l'Ukraine l'accueillent avec les fleurs et lui prêtent allégeance, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et dans cette guerre, c'est ces gens-là, les Russes et les russophones de l'Ukraine, qui sont maintenant confrontés aux forces d'invasion. Ce qui prouve que les conseils donnés par les plus proches conseillers de Poutine avaient tort. Они готовились к этому давно, и поэтому несколько лет педалировалась такая мысль, что в Украине к власти пришли какие-то фашисты, бандеровцы и так далее, и с ними надо воевать, потому что они не могли сказать, что идем воевать с украинцами. En effet, il s'agit des événements qui étaient planifiés depuis quelques années, lorsque ces forces-là positionnaient le gouvernement ukrainien comme le gouvernement nazi, comme les adeptes de Stepan Bandera, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas dire ouvertement on va faire la guerre avec les Ukrainiens. Il fallait faire la guerre avec ces nazis. И вот когда пришли русские солдаты, они увидели, что против них воюют такие же русские. Они просто в шоке, что получается. И теперь такая ситуация, что очень много дезертиров с русской армии, не хотят они воевать.
Et lorsque l'armée russe est entrée sur le territoire ukrainien, qu'est-ce qu'ils ont vu, les soldats russes? Ils ont vu qu'ils doivent se battre contre les Russes, comme eux-mêmes. Cela a suscité un grand choc et aujourd'hui, l'armée connaît beaucoup de... Il y a beaucoup de soldats qui désertent l'armée pour cette raison. Donc, vous êtes plutôt optimiste pour l'Ukraine? Да, я с самого начала смотрел с оптимизмом на эту ситуацию. Дело в том, что эти все страхи о том, что Путин захватит всю Украину, были бессмысленны, потому что у него нет таких сил, чтобы удержать целую страну, которая имеет очень большой опыт партизанской войны. J'étais optimiste dès le début de cette situation, dès le départ, et j'ai toujours pensé que les craintes liées à cette invasion provoquée par Poutine étaient non fondées parce qu'il n'avait pas de capacité de tenir un pays avec un passé historique de la guerre partisane, du mouvement partisan. Минусовый прирост населения, и они не в состоянии удержать даже ту территорию, которой они владеют. Там на востоке у них, в Сибири, там большая проблема с этим, некому работать и так дальше. И я не думаю, что если бы они вошли в Украину и попробовали захватить Киев, что у них бы это получилось, потому что у них даже такой армии нет. La Russie connaît actuellement une décroissance démographique, notamment sur la partie l'Est, dans la région de la Sibérie, ce qui pose des problèmes en termes d'emploi. Il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre en Russie et c'est pour cette raison que même si les Russes avaient tenté de prendre d'assaut la ville comme Kiev, je suis convaincue que ça ne leur aurait pas réussi parce qu'ils n'ont pas de capacité militaire. Кроме того, санкции делают свою позитивную такую вещь, что уже внутри в России много людей не разделяют политику Путина, потому что надо отказаться от многих вещей, к которым они привыкли, а тут санкции довели до того, что уже даже нет продуктов тех, которые там были, цены подросли очень. Так что я думаю, что изнутри в России случится какой-то выбух. Par ailleurs, les sanctions contre la Russie ont eu un effet positif parce qu'aujourd'hui on constate que la population russe se distance de la politique de Poutine, se met en opposition tout simplement parce que les sanctions ont mené à l'inflation, à la pénurie alimentaire. Les gens sont obligés d'abandonner le confort qu'ils avaient connu auparavant, ce qui me fait penser que cette situation va provoquer aussi un mouvement intérieur en Russie. Quelque chose va se passer. Sur ce point, je me permettrai de dire, d'apporter un bémol. Je suis la situation en Russie, j'y ai passé 2 mois séparément dans l'été. Pour l'instant, le soutien à la politique, grosso modo, à la politique vis-à-vis de l'Ukraine est dominant. Dans l'intelligentsia russe, on est extrêmement partagé. Vous avez une situation de guerre civile dans des familles ou dans des groupes d'amis où soit on ne peut plus se parler, on ne se voit plus, soit on se voit, mais le sujet Ukraine est complètement évacué parce qu'on sait qu'on va se quereller à mort si on continue. Donc là, c'est un point de vue qui me semble, disons, un petit peu optimiste du point de vue ukrainien. Pour l'instant, les sanctions occidentales sont loin d'avoir provoqué une chute économique qui fasse que le mécontentement social grandisse suffisamment pour mettre en péril le pouvoir politique.
C'est une première chose que je voulais dire, mais la deuxième serait de vous entendre préciser votre point de vue sur les séparatistes du Donbass. Il est clair quand même que ce ne sont pas tous des Russes venus de Russie, que ce sont des gens locaux. Et peut-on dire que toute la population de Luhansk et du Donbass est en train de passer à cette nouvelle Ukraine qui est unie par la guerre contre la Russie, ou bien doit-on là aussi apporter un bémol, qu'il y a quand même des séparatistes et que même si nous avons une victoire militaire de l'armée ukrainienne demain, au mois d'août elle semblait probable et puis ensuite elle a reculé, même dans ce cas, comment envisagez-vous de recoller les morceaux de cette Ukraine? Дело в том, что освобожденные территории от сепаратистов, они ни за что не хотят никакого сепаратизма. И они, когда они попробовали на себе, что такое сепаратисты, террористы, которые их грабили, на этих территориях уже все сходят с желтыми флагами, и они все за Украину. То есть это 2/3 Донбасса. Les territoires libérés, en réalité, sont aujourd'hui, politiquement parlant, plus proches de l'Ukraine que de mouvements séparatistes. Ils ne veulent pas de séparation parce qu'eux-mêmes, ils sont tombés entre les mains des séparatistes, ils étaient pillés, ils étaient victimes des crimes, de comportements des séparatistes. Et aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Il s'agit de 2/3 de la région de Donbass. Сепаратисты ничего бы не добились, если бы Россия не давала им оружие. Потому что это за сепаратисты, если у них есть танки, БТРы, противовоздушные орудия, самые совершенные, разные там минометы, гранатометы и так далее. Откуда это у них все? Par ailleurs, il faut savoir que le succès militaire des séparatistes a été assuré grâce aux fournitures d'armes qui venaient de la Russie. C'est la Russie qui a fourni les armes lourdes, les missiles, les blindés, les véhicules blindés, les missiles aériens, etc. А самих сепаратистов очень мало. Там теперь большинство разные там из России пришли там и кавказцы, и чеченцы, и там и абхазцы, и другие, и русские, которые фактически там орудуют, и среди них тоже есть сейчас большие разногласия между этими ополченцами местными и теми, что пришли. Постоянно там кто-то кого-то убивает, и пока гибнут люди только там, где эти сепаратисты, больше нигде. Les séparatistes sont peu nombreux aujourd'hui. Toutefois, il y a un afflux de les séparatistes qui sont présents. Ce sont les originaires de Caucase, de l'Abkhazie, de la Tchétchénie. Il y a également les Russes. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas ils partagent pas aujourd'hui. La population locale ne partage pas leur avis, leur idéologie. Il y a une réelle division parce que les crimes sont commis, les meurtres sont commis dans ces régions, les régions contrôlées par les séparatistes et nulle part ailleurs. Путин сказал, что уже вводит войска до границы. Если он еще заберет свои войска с территории Украины, я думаю, что это сепаратистское движение просто заглохнет. Poutine a déjà annoncé le retrait des troupes frontalières. S'il fait la même chose pour les séparatistes présents sur les territoires à l'intérieur de l'Ukraine, je pense que ça sera la fin du mouvement séparatiste en Ukraine. Peut-être on peut vous demander comment vous voyez l'avenir de la question de la Crimée. Ну, в Крыму сейчас такая ситуация, что
Крым не может жить без Украины, потому что он завязан и, там, и электрика, газ, все с Украины, продукты с Украины. Россия обещала построить мост, но это невозможно. Дело в том, что... La situation en Crimée actuellement est la suivante. La Crimée ne peut pas subsister, ne peut pas vivre sans Ukraine, parce que c'est l'Ukraine qui fournit l'approvisionnement du réseau d'électricité, le réseau gazier, l'alimentation. La Russie, en l'occurrence, a promis de construire un pont, mais ce n'est pas possible. То есть Крым полностью зависит от Украины. И сейчас там ситуация очень сложная, потому что продукты тоже подскочила большая цена, и там население абсолютно недовольно. Я думаю, что можно добиться наконец, чтобы провели референдум без фальсификации, и мы получим совсем другие цифры. La situation en Crimée est actuellement difficile. Les prix d'alimentation ont augmenté récemment, la population est mécontente de cette situation et je pense que si nous réussissons à organiser un référendum honnête, un référendum sans résultats falsifiés en prévenant cette situation, on pourra obtenir les résultats très différents du référendum qui a eu lieu auparavant. Представьте себе, что референдум, который отбылся в Шотландии, его готовили несколько лет. Референдум, который был в Крыму, его готовили 2 недели. Ну, что можно подготовить за 2 недели, и при том, что там было очень много фальсификаций, и не было вообще наблюдателей не было. Juste pour vous donner une idée, le référendum qui s'est tenu en Écosse avait été préparé pendant plusieurs années. Le référendum du mois de mars en Crimée a été préparé en 2 semaines. À quoi on peut s'attendre? Il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de résultats ont été falsifiés. Il n'y a pas eu d'observateurs présents. La présence militaire aussi. Plus voyons. Ну да. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en poserai une qui est peut-être la dernière, je ne sais pas, mais ça dépend de vous, de genre tout à fait différent. Vous parlez un russe parfait et vous écrivez un ukrainien original. Comment vous sentez-vous entre les 2 langues? Est-ce qu'il y a une langue qui est véritablement maternelle, c'est-à-dire la langue ukrainienne, et quel statut a la langue russe dans votre fonctionnement mental, psychologique et émotionnel? Ну, в советское время на русском языке очень много переводили, намного больше переводили зарубежной литературы, чем на украинский, поэтому я очень много читал на русском и на польском языке. И в Украине была очень дозирована переводы зарубежной литературы. À l'époque soviétique, la plus grande partie des traductions se faisait en russe, comparé à l'ukrainien. Il y avait plus de traductions vers le russe de la littérature étrangère. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pendant cette période, je lisais principalement en russe et en polonais, parce que tout simplement les traductions ukrainiennes étaient rares. Поэтому я очень много читал на русском, но я потом ощутил на себе влияние русского языка, когда у меня начали появляться какие-то стилистические русизмы. Ну, и я единственный способ нашел, чтобы избавиться от них, я начал больше читать на польском языке переводы. J'ai également senti une influence qu'a eu la langue russe sur moi, parce que je commençais à incorporer dans mon langage certaines expressions propres de la langue russe. Et afin de contrecarrer cela, j'ai commencé à lire davantage en polonais. Я очень много прочитал русской литературы, и очень таких даже писателей третьерядных, которых сами русские, наверное, не читали. Мне нравилась литература 19 века, и все я это читал. Но дело в том, что я должен формировать себя как украинский писатель, поэтому
очень много читал также украинской классики. J'ai lu beaucoup d'écrivains polonais, même les écrivains peu connus du russe. J'ai été notamment passionnée par la littérature du 19e siècle, mais je voulais m'épanouir en tant qu'écrivain ukrainien, et c'est pour cette raison que j'ai dû faire tout un travail personnel en lisant les grandes classiques ukrainiennes. Поэтому обо мне критика писала, что у меня удивительный язык украинский. Но это объясняется тем, что я всегда искал что-то интересное, какие-то слова, какие-то выражения. И читал много вот той литературы, которую я тоже мало кто теперь читает. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été félicitée par les critiques littéraires pour mes trouvailles littéraires dans la langue ukrainienne. Mais ce n'est pas apparu du jour au lendemain. J'ai dû faire un travail, j'ai dû lire beaucoup pour forger certaines expressions et les incorporer dans mes écritures. Quel est le statut de l'œuvre de votre ami Andrei Kourkov qui écrit en russe? Est-ce que tout est traduit en ukrainien ou est-ce qu'il est lu plus en russe et moins en ukrainien? Курков пишет на русском языке, его тут же перевели на украинском, и он считает себя украинским писателем. И мы с ним давно дружим, и у нас было такое шутливое обещание один другому дали, что он изобразит меня в своем романе, а я изображу его в своем. Andrei Kourkov écrit en russe. Ses œuvres sont traduites immédiatement en ukrainien. Pourtant, il se considère comme un écrivain ukrainien. Nous sommes amis de longue date et nous nous sommes promis mutuellement d'ailleurs de nous écrire dans nos romans. Moi, je devais le décrire dans mon roman et lui, il devait faire la même chose dans son livre. Мы с ним вместе недавно выступали в Германии, в Австрии, снова будем в Австрии. И он очень интересен тем, что у него очень такая позиция проукраинская, что его даже в России некоторое время вообще запретили продавать. D'ailleurs, nous avons participé à une série d'événements en Autriche, en Allemagne, ensemble avec Andrei Kourkov. En ce qui concerne sa position plutôt pro-ukrainienne, il a noté que effectivement, il est ukrainien, et à tel point qu'à un certain moment, ses œuvres étaient interdites à la publication en Russie. Même s'il est né en Russie. Теперь мы снова так шутливо договорились написать вместе роман, и уже думаем о том, что это будет. Et aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord d'écrire un roman ensemble, et nous avons déjà même commencé un travail préalable. Et dans quelle langue? Ну, я буду писать на украинском, он на русском, а потом будет издание на украинском языке, так его переведут на украинский, а для русского издания переведут меня. Moi, je vais écrire en ukrainien, lui, il va écrire en russe, et puis ça sera traduit vers l'ukrainien, vers le russe. Я на русском не смогу написать, у меня мало слов, и даже вот говорю, я забываю, что какие-то слова. Je ne pense pas être capable d'écrire en russe, et je considère que mon vocabulaire est un peu limité, parce que même maintenant, en m'exprimant en russe, je cherche mes mots. Et est-ce que vous pourriez nous dire quel est le statut à vos yeux de l'écrivain Gogol dans l'Ukraine d'aujourd'hui, et en particulier dans l'école? Est-ce qu'on le lit en russe, est-ce qu'on le lit en traduction ukrainienne? Ну, Гоголя читают у нас на украинском языке, и в основном это его ранние произведения. Гоголя считают украинским языком. Есть такая мысль, что все писатели, которые писали до революции на русском языке, но были украинцами или писали про Украину, или жили в Украине, это их можно считать украинскими писателями. Gogol est lu en ukrainien, surtout ses premiers romans, ils sont étudiés à l'école et c'est étudié en ukrainien également.
Par ailleurs, nous estimons que tous les écrivains qui avaient écrit avant la Révolution, soit qui écrivaient en russe, soit qui vivaient en Ukraine, soit qui étaient d'origine ukrainienne tout simplement, peuvent être considérés comme faisant partie de la littérature ukrainienne, comme les écrivains ukrainiens. Ну, это нормальная практика для всех. Вот я купил в Словакии антологию словацкой древней литературы, и там большинство переводы с латинского, с венгерского, с немецкого, но все это было на территории Словакии, эти все писатели жили, вот они их рассматривают как словацких писателей. Mieux encore, je pense que c'est une pratique tout à fait courante. À titre d'exemple, j'ai acheté une anthologie de la littérature ancienne slovaque, en Slovaquie, et cette anthologie dénombre les œuvres qui étaient traduites du latin, du hongrois, de l'allemand, et pourtant il s'agit des écrivains qui écrivaient bel et bien en Slovaquie. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est compliqué. On peut quand même affirmer que Gogol est un écrivain de langue russe, un des plus grands. Je voudrais savoir si vous avez lu une traduction des âmes mortes en ukrainien et si elle vous a satisfait. Я читал «Мертвые души» на русском языке много раз, перечитывал на украинском некоторые отрывки. Но я хочу сказать о «Мертвых душах», но они тоже не совсем русские. Вот даже был такой литературовед Мандельштам, не Иосиф Мандельштам, другой, который обратил внимание на начало романа, где говорится, что когда въехала Чичиков в город, на улице стояло 2 русских мужика. Ну, и он сразу обратил на это внимание, что, ну, как русский писатель, кого он хотел увидеть в русском губернском городе. Почему он написал русских мужиков? Просто, потому что он украинец. Effectivement, j'ai lu Les âmes mortes, le roman de Gogol, je l'ai lu et je l'ai relu en russe, et j'ai également étudié certains extraits dans la traduction ukrainienne. Mais il faut dire que Les âmes mortes, ce n'est pas non plus un livre entièrement en russe. Pour vous donner un exemple, un critique littéraire qui s'appelait Mandelstam a notamment noté qu'au début du roman, l'écrivain écrit Tchitchikov, le personnage principal, entre dans la ville et il tombe sur 2 hommes russes, 2 moujiks russes. Pourquoi, comme on parle d'un village russe, pourquoi l'auteur va attirer l'attention des lecteurs sur leur appartenance ethnique si ce n'est qu'il était ukrainien et pour lui c'était quelque chose qu'il fallait remarquer. Ce n'est pas une preuve. On a longuement glosé sur ces 2 moujiks russes. Gogol est plus russe que, par exemple, Julien Green, né auteur français. Disons, c'est quand même l'élaboration dans la langue qui fait l'écrivain, je crois. Mais j'espère que prochainement, nous aurons une Europe où on pourra vous lire en ukrainien plus qu'on ne le fait actuellement quand on n'est pas ukrainien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des enseignements d'ukrainien qui ne seront pas refusés par les universités comme on me l'a refusé autant jadis quand je l'ai proposé en disant c'est une langue rare dont nous n'avons pas besoin. Et en ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup, mais la directrice a sûrement un mot à dire. Alors voilà, je vais vous remercier vivement M. Michnichuk d'avoir été présent parmi nous ce soir. C'était un honneur pour nous. Et j'espère que vos livres seront bientôt traduits en français. Voilà, donc, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment envie de les découvrir. Et merci à vous 3 pour ce témoignage unique. Donc voilà, à la fois sur l'écriture, l'engagement de l'écrivain, la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Et je me tourne juste maintenant vers vous pour... je tenais à remercier aussi toute mon équipe pour l'énergie fournie pour mettre en place ces
ces 3 jours de festival. Et je remercie aussi donc la ville et le canton de Genève pour leur soutien, ainsi que les fondations privées qui nous ont soutenus, et notamment la fondation Yann Kraski pour l'écriture et la littérature, sans qui voilà, tout cela n'aurait pas pu avoir lieu. Et je rajouterai encore que donc, chaque mois d'octobre, nous organisons ce festival sur l'engagement, mais nous avons des événements tout au long de l'année. Donc je vous invite à vous inscrire à tous les octobre sur le site, et j'espère vous voir bientôt. Et nous pouvons passer au rez-de-chaussée pour la vérité. Merci.